Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Pour cet épisode, nous avons rencontré Sébastien Locomandou, enseignant-chercheur à l'ENS-CBP, l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physique, pour échanger avec lui à propos du rôle des polymères dans la santé. Il reviendra notamment sur la possibilité de se soigner plus tard avec un virus en plastique. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des conversations de Bordeaux INP. Je suis aujourd'hui avec Sébastien Locomandou pour parler des polymères dans la santé. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Sébastien Locomandou. Je suis actuellement enseignant-chercheur à Bordeaux INP, à l'École nationale de chimie, biologie et physique de Bordeaux. Et j'ai un parcours qui est un parcours universitaire assez classique, avec des études dans le domaine de la chimie et de la physique. Pas forcément de la santé, un doctorat sur des problématiques de physico-chimie, des polymères et des cristaux liquides, donc plutôt des choses qui avaient des vocations à être, on va dire, utilisées dans le domaine des afficheurs. Et après une expérience postdoctorale à l'étranger, aux États-Unis, j'ai obtenu un poste ici à l'ENS-CBP, CPB à l'époque. Et finalement, l'environnement bordelais est tellement intéressant et riche que je suis resté à Bordeaux et j'ai évolué dans ma carrière sur Bordeaux. Et pour tout vous dire, en fait, je travaillais vraiment au départ dans le domaine de la science des matériaux, avec des polymères un petit peu particuliers que sont des polypeptides. Et à un moment de ma carrière, après une dizaine d'années, effectivement, j'ai décidé de m'orienter vers l'interface avec la santé. Et c'est un choix, et c'est aussi quelque part une grande liberté que l'on a de pouvoir faire des choix comme ça dans notre carrière. Et donc j'ai choisi cette interface-là, parce que j'avais envie de le faire. Ok, j'allais vous dire justement pourquoi avoir choisi l'application des polymères dans la santé, mais vous venez de le dire parce que vous aviez envie de le faire. Justement, avant de rentrer dans le vif de notre sujet qui sont donc les polymères dans la santé, est-ce que vous pourriez nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les polymères, qu'est-ce que c'est ? Alors les polymères, effectivement, c'est un état de la matière un peu particulier. Donc on les appelle aussi parfois des macromolécules. Donc pour molécules géantes en fait. Donc ce sont des grosses molécules, des très grosses molécules, et qui vont apporter des propriétés qui sont très spécifiques à cet état de la matière. Alors on les assimile parfois et souvent, et j'aime pas utiliser ce terme, au plastique, qui sont une catégorie des polymères. Alors pourquoi j'aime pas l'utiliser? C'est juste qu'aujourd'hui, le terme plastique est un terme qui a une connotation fortement négative, malgré le fait que l'évolution de notre société actuelle n'aurait pas pu se faire et ne pourrait toujours pas se faire sans les plastiques. Mais on trouve des propriétés qui sont très très particulières à cette famille de matériaux, parce que finalement ça fait partie des matériaux organiques. Oui, c'est ça. Donc les polymères, on peut le regrouper, c'est une famille de matériaux, c'est ça ? Et le plastique, ce serait une sous-catégorie des polymères ou c'est un contresens que je fais ? En fait, quand on dit plastique, il y a souvent derrière une connotation d'usage, en fait. Et les matières plastiques, c'est un résumé de ce qu'on appelle les thermoplastiques, et qui sont des polymères qu'on va mettre en forme par la température. Et c'est les polymères, on va dire, classiques, polyéthylène, polypropylène, qui sont bien connus du grand public, et qui sont énormément utilisés dans l'industrie, à des très très gros tonnages. Et qui, je précise, sont des polymères inertes, non toxiques, mais dont parfois l'usage que l'homme en fait peut les rendre néfastes et négatifs, parce que tout simplement, on ne va pas jeter n'importe quoi dans les océans, on ne va pas jeter n'importe quoi dans nos eaux et dans les effluents, et l'homme parfois a une utilisation un peu irresponsable, et aujourd'hui on le paye un peu collectivement. Oui, on paye les conséquences aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le vif de notre sujet et j'aimerais vous demander de quelle manière les polymères sont-ils justement utilisés dans la santé ? Alors les polymères sont utilisés dans le domaine médical depuis très longtemps en fait.
Et on peut différencier deux catégories finalement de polymères qu'on va pouvoir trouver. Il y a tout ce qui est les matériaux à usage externe, qui vont être effectivement très importants dans l'emballage, le conditionnement, dans les tubes de cathéter et autres. Donc on a besoin d'un matériau avec des propriétés particulières d'inertie, d'innocuité, de non-toxicité, de durabilité. Et donc ça, c'est tout ce qu'on va trouver dans le milieu hospitalier, hein, et quelque part qui est utilisé à l'extérieur de l'être humain, voire implanté, mais de très courte durée. Et puis on va avoir tous les polymères qu'on va pouvoir utiliser, cette fois-ci de façon plus invasive, et qu'on va intégrer dans les tissus biologiques. Et là, on va trouver, par exemple, les premiers développements, c'est les fils de suture, hein, fils de suture biodégradables, qui est quand même un progrès énorme, puisque avant on utilisait un fil qui était plus proche d'un fil de pêche que d'un biomatériau très sophistiqué, hein, ou bien des agrafes. Donc il fallait typiquement retirer derrière, alors que d'utiliser un polymère qui va être capable de se dégrader dans des conditions biologiques, physiologiques particulières, ça présente énormément d'avantages pour le Oui, patient. j'imagine, ne serait-ce que pour les infections et les choses comme ça, c'est un gros avantage. Exactement, ça a des gros avantages au niveau infection, au niveau du coût, parce que bien évidemment, hein, retirer, c'est un acte retirer un fil, c'est un acte chirurgical ou un acte médical qui a un coût pour la société, et puis qui a un aspect traumatique, hein, pour le patient, bien évidemment. Et puis ça va au-delà, les exemples, c'est des vis chirurgicales, ou quand vous avez une multiple fracture sur un os, au lieu de mettre une pièce métallique que vous allez garder à vie, et vous allez faire sonner les portiques à l'aéroport, vous pouvez avoir quelque chose qui va se résorber de façon maîtrisée et contrôlée, ou bien tout simplement avoir des systèmes de libération d'un actif qui va être continu dans le temps. Et ça, les premiers systèmes, ça a été des libérations d'hormones sous-cutanées, avec des polymères qui, à nouveau, se dégradent pour traitement hormonal, hein, qui peut être tout simplement... différents traitements hormonaux, hein. Il y a pas de... la contraception, mais pas que. Donc là, ce que je vous indiquais, c'est vraiment quelque part les applications les plus classiques, les plus connues depuis très longtemps. Mais on va trouver de plus en plus des polymères qui vont être utilisés et développés dans des applications d'un peu plus haute technicité, ou sur le plus long terme, dans le domaine de la libération d'actifs thérapeutiques, par exemple. Et dans un domaine qu'on va appeler la nanomédecine, où on va chercher à formuler des polymères à échelle nano, donc à une échelle très petite, hein, qui vont pouvoir être injectés par voie intraveineuse dans le flux sanguin, et donc qui vont par exemple pouvoir améliorer la distribution des actifs thérapeutiques en diminuant les effets secondaires. Et ça, ce sont des problématiques sur lesquelles on travaille, nous, dans l'équipe. Justement, vous travaillez au LCPO, c'est ça ? Au laboratoire chimique des polymères organiques. Le LCPO, en tout cas, travaille sur la création, comme vous dites, donc de polymères à intégrer et injecter chez l'homme, en vue notamment, donc, comme vous le disiez, d'une amélioration des traitements. À ce niveau-là, sur le travail que vous faites au LCPO, est-ce que vous voulez ajouter d'autres détails, informations ? Oui, je peux vous donner un petit peu l'esprit dans lequel on développe nos recherches. On essaie donc de développer des polymères, donc depuis la synthèse, hein, vraiment jusqu'à la formulation à une échelle donc nanométrique, 10 puissance 9 mètres, donc petite échelle, d'accord, des objets finalement qu'on ne voit pas, qu'on ne va pas être capable de percevoir, mais qui vont être capables de circuler dans le flux sanguin sans venir boucher les vaisseaux sanguins. Donc c'est important d'avoir cette dimension caractéristique. Et donc on développe ces polymères en ayant des approches de biomimétisme. Est-ce qu'on peut définir c'est possible, le biomimétisme ou pas ? Tout à fait. Alors le biomimétisme, c'est une approche conceptuelle générale
qui est de s'inspirer du vivant pour développer un matériau, une approche qui va permettre de résoudre une problématique qui n'est pas forcément dans le vivant. Alors j'entends par là, il y a des exemples très connus, hein. Par exemple les surfaces super hydrophobes. On va chercher à mimer la surface structurée, d'ailleurs nanostructurée, des feuilles de lotus. Ou bien le fameux gecko, hein, le lézard là, qui est capable de grimper sur les murs et de s'accrocher à nouveau parce qu'il y a de très nombreux sites d'adhésion sur ses pattes, hein. Et donc, il y a beaucoup de matériaux comme ça qui ont été développés avec cette même approche de s'inspirer de ce qui est capable de faire le vivant pour reconstruire d'un point de vue chimique ou physique, hein, des procédés plus ou moins complexes. Et donc, nous, finalement, on va avoir ces mêmes types d'approches en se disant, bien, qu'est-ce qui est capable de venir être véhiculé dans un flux sanguin et capable d'atteindre une cible de façon très spécifique. Et là, finalement, notre mime, entre guillemets, ça a été pendant très longtemps, c'est toujours le virus. Alors c'est très actuel, hein, aujourd'hui, même si ça fait 10 ans qu'on a ces approches-là, mais on veut mimer le virus, mais pour en tirer un bénéfice positif, d'accord, et pas tous les côtés négatifs du virus, mais le virus, il est fantastique. Un virus, il est capable d'aller de façon très précise atteindre une cellule, et lorsqu'il a ciblé donc, des récepteurs cellulaires, ce qu'on appelle avec des groupements qu'on appelle les spikes, hein, qu'on essaie de cibler là avec les vaccins, dont on entend beaucoup parler en ce moment, et bien après ce ciblage, il y a tout un tas d'événements qui ont lieu. Internalisation, donc on rentre dans la cellule, le virus s'ouvre, libère son matériel génétique, infecte le virus, est même capable d'être recyclé pour aller infecter une cellule derrière. Et donc c'est une machinerie fantastique que les virus sont capables de faire et qu'on essaie modestement de mimer avec des objets synthétiques donc, qu'on va créer par la chimie, hein, de façon à reproduire certains de ces aspects-là, mais à notre bénéfice, à notre avantage. Et donc on veut utiliser des éléments de base qu'on va retrouver sur ces virus, hein. Et parmi elles, il y a des protéines, parmi ces éléments de base, pardon, on va trouver des protéines, des glycoprotéines, qui vont avoir ces propriétés de reconnaissance et d'interaction très spécifiques qu'on essaie de mimer, hein, par la chimie. D'accord. Et c'est ce qui permettrait du coup d'avoir des traitements plus précis, plus efficaces, j'imagine ? C'est l'idée. C'est l'idée, effectivement. Et sur l'exemple, hein, très, très connu qu'on peut donner, c'est qu'effectivement aujourd'hui, en traitement de type chimiothérapie, donc pour le traitement du cancer, on a plutôt une approche où on va injecter une dose à un patient qui ne va pas être la dose la plus efficace, mais qui va être la dose que le patient est capable de tolérer. Et donc, vous voyez bien, c'est une approche finalement par défaut. Oui, qui est un peu plus limitée. Et qui est limitante, effectivement, par la toxicité des espèces qu'on va injecter. Et donc, si on peut inverser cette tendance, et finalement, avec une même dose injectée, avoir plus d'efficacité, et bien évidemment, on aura un gain qui sera très notable pour le patient. Et c'est sur ces paramètres-là qu'on essaie de jouer. Je voulais aussi vous parler donc de la vidéo brève de science du CNRS sur la vidéo sur YouTube où en introduction, donc c'était une vidéo sur le virus synthétique et l'action thérapeutique. En introduction, vous avez dit « Savez-vous que dans l'avenir, on se soignera peut-être avec des virus en plastique ?» Et comme vous le disiez si bien au début de notre échange, voilà, le plastique a quand même une connotation assez négative dans la pensée collective. Est-ce que vous pensez que ce genre d'avancée thérapeutique va, ou en tout cas peut souffrir de cette image négative du plastique ? Oui, complètement. Complètement, parce que quelque part, ce titre aussi était un peu provocateur, hein, dans le sens où on a cette connotation un peu négative du plastique, mais en fait, le plastique, c'est pas juste le matériau qu'on décrit en ce moment. C'est aussi, quelque part, plus largement, une famille de matériaux que sont les polymères qui apportent énormément de bénéfices dans le monde de la société aujourd'hui.
et dans plein de domaines. Et on voit bien que dans l'agriculture, on va être capable d'économiser l'eau, l'allègement des véhicules grâce aux matières plastiques et composites permettent d'économiser de l'énergie, tout comme dans l'aéronautique. Donc il y a beaucoup de domaines où les matières plastiques apportent un bénéfice, hein, et ces matières polymères apportent un bénéfice. Mais évidemment, si on est capable de le démontrer, et c'est déjà le cas, hein, dans le domaine de la santé, forcément l'image sociétale peut un petit peu changer. Oui, puis probablement que, en tout cas à l'heure actuelle, je pense que si on parle de plastique dans la santé, dans la pensée collective, je ne suis pas sûre qu'on pense immédiatement au traitement. Et c'est vrai que l'image négative du plastique, elle vient souvent des problèmes de recyclage ou en tout cas voilà, de réutilisation qu'il peut y avoir derrière. Si c'est dans notre corps, j'imagine que la question ne se posera pas. Après, sur ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, hein, et je ne veux pas non plus rejeter complètement la problématique sur le citoyen, l'usage de l'homme, on va dire, qui est irresponsable dans l'utilisation des matières plastiques, hein. Je pense qu'il y a une vraie question de société. On ne peut pas dire demain on va tout faire sans plastique. C'est pas possible. Je pense qu'on peut faire moins. Effectivement, tout ce qui est limitation de l'usage des plastiques à usage unique, c'est effectivement quelque chose qui permet de générer moins de déchets, et c'est quelque chose d'important. Mais effectivement, nous, en tant que chercheurs, c'est aussi quelque part notre responsabilité de s'emparer de cette problématique et de développer des polymères qui vont être capables d'avoir une dégradation, une fin de vie programmée. Euh, alors pas comme l'obsolescence programmée pour faire du business, hein, mais là vraiment avec une sorte d'obsolescence programmée ou une fin de vie ou une durée programmée, de telle sorte à ce que ces polymères, ces plastiques, quand leur utilisation va être terminée, eh bien qu'on soit capable soit de se dégrader ou de les réutiliser de façon précise. Et donc il y a des enjeux, bien évidemment économiques, mais il y a aussi des enjeux d'un point de vue scientifique, hein, sur lesquels on travaille en ce moment, hein, et au laboratoire, hein, pas forcément dans mon équipe, mais au laboratoire, on s'intéresse aussi à ces sujets-là. Oui, puis j'imagine, comme vous le disiez aussi, il y a également de toute façon un travail peut-être du côté des communicants, comme on est en train de le faire avec ce podcast-là, voilà, de médiation sur le plastique, les polymères, et ce que ça veut dire vraiment, et ce que ça représente vraiment aussi dans la santé. Comme vous disiez donc dans votre présentation, vous êtes enseignant-chercheur à l'ENCBP, et je voulais vous demander comment vos activités de recherche au LCPO, justement, elles peuvent peut-être impacter vos enseignements au sein de Bordeaux INP. Alors bien évidemment, en tant qu'enseignant-chercheur, hein, on a une dualité, hein, dans notre métier, qu'on essaie de décorréler, mais avec des choses qui ne sont pas complètement étanches. Comment dirais-je, il y a l'enseignement de base fondamental qu'on doit donner à un élève ingénieur et que je fais, qui n'a pas forcément de lien direct avec ma recherche. Et je pense que c'est important aussi de savoir prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas que ce qu'on fait en recherche qui est important. Mais forcément, à un moment donné, on va dire, sur les années les plus avancées de la vie de l'étudiant, typiquement en dernière année d'école, dans les spécialisations, lorsque les élèves se spécialisent, là, on va effectivement essayer de leur mettre en perspective ce qu'ils ont appris vers les métiers que l'on fait et vers ce que l'on fait au niveau du laboratoire, hein. Et tout simplement aussi parce que l'enseignement en polymère s'y prête bien, parce que finalement, il y a énormément d'impact sociétal et d'impact industriel dans la science que l'on peut faire au niveau des polymères. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de relations industrielles, beaucoup de partenariats, parce que c'est finalement une science qui est encore assez jeune, où il y a encore beaucoup de développement et beaucoup d'innovation finalement à réaliser, et avec un secteur économique qui est très dynamique. Et par rapport, vous parliez des étudiants justement qui sont plutôt dans les dernières années de cursus, j'imagine en tout cas que
dans les enseignements que vous donnez, les cours, et lorsque, par exemple, vous avez l'occasion de parler de vos recherches, peut-être que ça commence des vocations pour certains de vos étudiants, peut-être que certains ont la volonté de faire de la recherche aussi derrière. Est-ce que vous travaillez avec des doctorants, par exemple ? Oui, on travaille effectivement avec énormément de doctorants. Alors, certains viennent de Bordeaux INP, mais pas que. Et je dirais malheureusement peut-être pas suffisamment. Ah, c'est l'occasion de passer un appel, un appel aux étudiants. Peut-être, disons qu'ils s'intéressent souvent tardivement, j'ai envie de dire parfois trop tardivement à ce qui peut se faire dans les laboratoires qui sont autour d'eux. Et cette sensibilisation finalement au métier de la recherche en général est un petit peu négligée de la part des étudiants. Et bon, je pense aussi à nous quelque part de les inciter davantage, même si on forme en école d'ingénieur, pas que des ingénieurs docteurs bien évidemment, mais en tout cas en partie. Donc certains vont être amenés à faire un doctorat. Mais effectivement, on travaille avec beaucoup d'étudiants en thèse, ou après la thèse, ce qu'on appelle un postdoc. Et en fait, pour vous donner quelques chiffres, dans un laboratoire comme le nôtre, on a une population qui est de 2 tiers de thésards pour un petit tiers de personnel permanent. Donc on a effectivement beaucoup de jeunes autour de nous qui apprennent le métier de chercheur en fait, pendant ces 3 ans que sont le doctorat, et qui finissent pour la plupart dans l'industrie comme ingénieurs en recherche et développement dans différents secteurs industriels. Oui, donc après, voilà, c'est ce que c'était ma question suivante. Si en tout cas on a des étudiants qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés par un parcours dans la recherche, que une thèse, un doctorat ne mène pas forcément après à travailler en laboratoire, mais rejoindre aussi une entreprise dans l'industrie, dans le secteur de la recherche et du développement. Oui, d'ailleurs, c'est avant tout, la thèse, c'est une formation. Et c'est vraiment, quelque part, l'apprentissage à la conduction, enfin, à comment je peux mener un projet d'innovation, un projet de recherche, pendant une durée assez longue, parce que ça dure pendant 3 ans, en étant complètement acteur. Et ça s'apprend en fait. Et c'est pas en sortant d'école qu'on sait spontanément faire ce travail-là. En sortant de n'importe quoi d'ailleurs. Ça s'apprend vraiment pendant le doctorat. Et uniquement pendant le doctorat. Et derrière, je pense ce qu'il faut bien se dire et bien comprendre, c'est que le métier finalement de chercheur, qu'on le conduise dans l'industrie ou dans le secteur académique, comme moi je peux le faire tous les jours, finalement c'est le même métier. On a la même façon de penser, c'est vraiment une façon de penser, une méthodologie. C'est connaître l'état de l'art, savoir ce qui se fait partout dans le monde, dans des brevets et dans des publications, et réfléchir à ce qu'on peut apporter d'innovant dans un domaine, et derrière réfléchir comment est-ce qu'on va démontrer une idée que l'on a. Et c'est pas juste avoir une idée, avoir une idée c'est facile. Des idées on en a tous les jours, plus ou moins brillantes, mais on en a tous les jours. Derrière, ce qui est plus complexe, c'est de démontrer que notre idée est transformée en une réalité. Et ça, c'est ce qu'on apprend en fait. Merci. Merci Sébastien pour votre participation à ce dernier épisode des Conversations de Bordeaux INP. Et à bientôt. Merci beaucoup. Les Conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.